La loi fiscale, pourquoi il y a des gens qui sont perdus? C'est parce qu'elle est complexe. Et qui profite de cette complexité? Les plus riches, qui sont bien renseignés, qui ont les avocats, les experts, ils ont tout. Les plus grands fraudeurs, on va dire, ce sont les plus riches. Donc si vous voulez que ça disparaisse, il faut rendre la loi plus simple. Il faut faire un grand nettoyage dans les niches qui ne sont pas efficaces. Le CICE, moi, on attend toujours le million d'emplois. La responsabilité politique, elle est là. Notre administration, elle est au cœur des services publics, parce qu'elle est là pour récupérer l'argent et faire fonctionner ces services publics-là. Aujourd'hui, on traverse une crise qui est inédite, qui était improbable, et on s'aperçoit que tout le monde avait besoin des services publics. Donc si on veut financer ces services publics, il faut une loi fiscale, effectivement. Mais nous, on estime que la répartition aujourd'hui des impôts est complètement injuste. Bonjour, pour ce nouvel épisode de Là où est l'argent, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Anne Guyot-Velk, qui est porte-parole du syndicat Finance Solidaire Public, le syndicat majoritaire au sein de Bercy. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez présenter votre syndicat et ensuite donner quelques éléments quelques mots sur votre parcours au sein de la DGFiP ? Oui, alors je suis porte-parole du syndicat Solidaire Finance Publique. On est un syndicat majoritaire depuis un certain nombre d'années grâce aux élections professionnelles. On a pour rôle la défense des personnels, mais aussi on porte un certain nombre d'analyses sur la fiscalité, on s'exprime régulièrement sur la fraude et l'évasion fiscale, sur les finances publiques de façon générale. Notre syndicat a toujours porté comme slogan la justice fiscale au service de la justice sociale, et c'est dans cet état d'esprit qu'on contribue avec nos moyens relatifs pour combattre les projets des gouvernements qui se sont succédés, qui mettent à mal une administration, notamment la Direction générale des finances publiques, mais plus globalement le ministère, qui a un rôle de contrôle, de régulation de l'activité économique de façon globale. Et cette remise en cause de ces administrations ont de lourdes conséquences, et on le voit avec la crise du Covid qui a mis en exergue la nécessité d'avoir un service public. Si je schématise, la Direction générale des finances publiques a pour mission de contrôler les recettes et les dépenses de l'État et des collectivités locales. Et dans ce cadre-là, il y a la mission du contrôle fiscal qui joue un rôle important. Notre syndicat a fait des estimations régulières de la fraude et de l'évasion fiscale. La dernière qu'on a faite il y a 2 ans, on estime à peu près à 80 milliards de manque à gagner dans les recettes de l'État. Et vu la situation économique actuelle, on estime que relancer et valoriser les missions de cette administration, de ce ministère, est aujourd'hui une nécessité absolue. Quand vous parlez des 80 milliards de recettes qui manquent, est-ce que ce sont des pertes de recettes liées aux fraudes ou aussi à l'évasion fiscale qui est différente aussi des fraudes, c'est ça ou... Alors il y a plusieurs critères en fait. Il y a ce qu'on appelle la fraude fiscale, qui est un acte qui est condamné, qui est sanctionné. Et puis on a l'optimisation fiscale. Alors l'optimisation fiscale, elle se base sur en fait du droit. Après, la difficulté, c'est que certains acteurs économiques utilisent ce droit, par exemple une niche fiscale. Une des plus connues, c'est le crédit impôt compétitivité emploi ou le crédit impôt recherche, qui permettent aux entreprises de construire des schémas de fraude pour faire d'optimisation fiscale. Et là, nous, notre rôle, c'est de dire que, par exemple, une société X, en fait, son crédit impôt recherche n'est pas valable et donc, du coup, devient un acte de fraude. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner un exemple très concret, par exemple, de fraude au CICE ou Alors, le CICE, il est reversé pour... c'était la contrepartie, c'est qu'il y ait des créations d'emplois, etc. Oui. Donc, il y a des entreprises qui, en fait, ne créent pas de l'emploi. Dans un premier temps, on avait pour ordre de rembourser les entreprises qui pouvaient bénéficier de ce CICE, et après un contrôle a posteriori. Donc, ce contrôle a posteriori, il est indélicat dans le sens où les entreprises ont déjà versé l'argent. Donc nous, on vient en deuxième phase en disant non, vous n'auriez pas dû, donc on reprend le crédit que vous avez touché. Le crédit impôt recherche est aussi un moyen de faire de l'optimisation fiscale. Il peut être de bon sens de dire qu'il faut inciter les entreprises à faire de la recherche, sauf qu'il y a des entreprises qui font en fait
qui bénéficient de ce crédit impôt recherche, mais qui appliquent ce crédit impôt recherche, par exemple, sur la totalité de leur masse salariale, alors que dans les faits, ils ont peu de chercheurs. Donc voilà, notre rôle, c'est d'aller contrôler la véracité de l'utilisation de ces crédits, en fait. Alors, j'aimerais aussi en profiter parce que je vous avais invité à intervenir à l'école de guerre économique. Vous avez donné d'autres exemples sur le CECE, alors pas forcément s'éterniser dessus, mais vous aviez dit qu'il y avait des entreprises, alors je ne sais pas si vous voulez développer, qui venaient en France carrément pour prendre le CICE, ni plus ni moins, ou aussi qui mettaient les brevets des recherches dans les paradis fiscaux pour faire... Oui, alors ça concerne plus le crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, pardon, d'accord. Le crédit impôt recherche, en fait, alors ça fait partie d'une politique fiscale où le gouvernement, pour attirer des entreprises étrangères, a créé ce crédit impôt recherche. Sauf que ce crédit impôt recherche, en fait, il est détourné de son sens initial via la construction de filiales, etc., et des filiales d'une entreprise qui s'installe dans des paradis fiscaux, par exemple, viennent chercher le montant du crédit, mais en fait, après, se revendre le brevet, ça fait que le brevet, même s'il est juste à l'origine, le crédit qui est lié est détourné, en fait. Et donc, le taux d'impôt sur les sociétés est en train de baisser au fur et à mesure. C'est vendu pour attirer les capitaux et les investisseurs étrangers, mais on s'aperçoit que ces investisseurs ont souvent un objectif qui est pas toujours celui d'investir, de créer de l'emploi, mais plutôt de récupérer de l'argent public de façon indirecte. Moi, je suis extrêmement intrigué. Peut-être que je ferai une investigation sur ce sujet, mais comment est-ce que la DGFiP peut contrôler que le crédit d'impôt recherche n'est pas détourné pour aller dans les paradis fiscaux? Comment vous pouvez... Alors c'est très difficile parce que nous on n'est pas des intellectuels, on fait pas de la recherche, donc il faut qu'on passe quand on a des soupçons de fraude, il faut qu'on interroge le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche pour voir si c'est vraiment innovant, si ça correspond aux critères de ce crédit-là. Alors là ça met un certain temps parce que c'est des échanges interadministratifs. Et si l'origine, si ce brevet est pas bon, s'il ne fait pas partie de l'innovation, on doit le remettre en cause. Donc il y a un travail à la fois d'enquête, de recherche, du renseignement, et puis de collaboration entre administrations. Et après, nous, en fait, on remet en cause le fond du crédit impôt recherche et tout le calcul, et on va récupérer le manque à gagner que l'État devrait avoir, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu de fraudes qui sont réalisées? Quels sont les types de fraudes les plus importantes? Alors, on va dire que l'impôt qui est le plus touché par la fraude, c'est la TVA. Alors la TVA, chacun d'entre nous, on le paye tous les jours quand on va acheter notre baguette, etc. La TVA, c'est la plus grosse recette du budget, c'est à peu près 152 milliards. Et on estime, et pas que nous, puisque la Cour des comptes a fait aussi un travail d'estimation sur la TVA, à 17 milliards de fraude à la TVA. Alors comment les entreprises procèdent? Elles utilisent plusieurs méthodes. Soit elles ne déclarent pas toutes leurs recettes, donc elles ne reversent pas la TVA, soit dans le cadre du système de reversement de la TVA, bénéficient de TVA déductible à tort, gonflent leur TVA déductible pour le moins l'en reverser. Et après, on a la fraude à la TVA, ce qu'on appelle le carrousel TVA. Et là, c'est alors là, c'est dans le cadre européen, puisque là, il y a un mécanisme de livraison et d'importation intracommunautaire. Et en fait, le carrousel, c'est en fait des entreprises qui se montent, qu'on appelle des entreprises éphémères ou des taxis. Il n'y a pas de production réelle, il n'y a pas de production de biens, il n'y a pas d'activité réelle économique. Ils se facturent de la TVA qu'on leur rembourse par la construction en fait, de boîtes éphémères dans différents pays européens. Donc la TVA est une recette fiscale qui génère beaucoup de fraude en fait, dans son mécanisme, dans sa construction. Et vous, sans forcément tout dévoiler, la DGFiP, quels sont les outils pour contrôler, pour investiguer pour ce type de fraude? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle qui s'opèrent dans notre administration. On a déjà le contrôle de premier niveau où on voit si entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant de la TVA reversée, s'il y a une corrélation. S'il n'y a pas, on interpelle l'entreprise en lui disant il semblerait qu'il nous manque quelques recettes. Soit on vérifie la TVA déductible
déductibles, parce qu'on pourrait avoir par exemple des fausses factures qui généreraient la TVA déductible, sauf qu'en fait, il n'y a pas eu acquisition par l'entreprise et donc il n'y a pas de TVA déductible. Et puis après, en fonction du montant, etc., en fonction des éléments qu'on a, nous, soit après, il y a une investigation qui est plus poussée dans l'entreprise, où là, on a ce qu'on appelle une vérification de comptabilité, où là, on investit dans l'entreprise et on vérifie de façon concrète les éléments comptables pour voir si tout rentre dans le cadre de la loi fiscale. Et quels sont les autres aussi types de fraudes? Il y en a deux, je crois me rappeler. Donc il y a aussi les fraudes à l'impôt à la société et les fraudes aussi peut-être plus connues du revenu du patrimoine aussi. Alors la fraude à l'impôt sur les sociétés est moins important en volume. D'accord. Il faut savoir qu'on a un impôt sur les sociétés qui se met en place au moment où on a le bénéfice déclaré. Donc ce bénéfice, schématiquement, c'est les recettes moins les dépenses. Notamment pour baisser le bénéfice, certains utilisent certaines charges qui ne sont pas véritables pour réduire leur imposition à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est du travail. Après, sur le patrimoine, la suppression de l'ISF notamment, qui a été transformé en PFU, enfin le prélèvement forfaitaire unique pour tout ce qui est revenus financiers et l'impôt sur le bien immobilier en tant que tel, va sûrement pour nous avoir des conséquences en termes de résultats au contrôle fiscal. On s'aperçoit que le prélèvement forfaitaire unique de 30% de taxation, on s'aperçoit qu'en fait c'est ce qu'on appelle une flat tax, c'est-à-dire qu'on taxe de façon, quel que soit le niveau du revenu, et là pour le coup les revenus financiers, il va y avoir un moindre rendement parce qu'un certain nombre de gens qui étaient soumis à l'ISF, qui ont globalisé à la fois le patrimoine mobilier mais le patrimoine immobilier, étaient taxés au-delà des 30%. Et donc, eux, ils vont y gagner sur ce champ-là. Donc là, il y a une volonté délibérée de la part de ce gouvernement en supprimant l'ISF, c'est de laisser les patrimoines financiers plus libres, en fait, et moins taxés, à contrepartie du patrimoine immobilier, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des acteurs au sein de Bercy? Parce que donc on a tous entendu ce qu'était Bercy, mais quels sont les acteurs à l'intérieur? Il y a la DGFiP, il y a la douane, il y a... Alors, le ministère des Finances, il englobe, on va dire, à peu près 4 grosses administrations. Donc, la DGFiP, c'est l'entité la plus importante en termes d'emploi. On a les douanes, on a la Direction générale de la concurrence et la répression des fraudes. On a l'INSEE, qui est rattaché aussi au ministère. Ces administrations ont fait l'objet au cours des dernières années de réformes de structure, etc., de réorganisation interne. Ça fait que, par exemple, si je prends le cas aujourd'hui, par exemple, des douanes, le gouvernement a fait le choix d'enlever les missions fiscales des douaniers et en nous les transférons. Alors on pourrait se dire, oui, c'est un gain d'être plus efficace, c'est souvent comme ça qu'on nous le présente, sauf qu'il y a des spécificités de métier. Nous, on est incapable d'aller faire un contrôle douanier, etc., le contrôle des marchandises, etc. Donc ce transfert-là qui a été prévu dans la loi de finances de 2020 est en cours de transfert, sauf que les douaniers sont très inquiets sur leur devenir, puisque là, du coup, tout ce qui est mission fiscale qui représentait une part importante est en train d'être transféré, donc il ne leur resterait plus, entre guillemets, que le contrôle des frontières. Et du coup, il y aurait peut-être un démantèlement à plus ou moins long terme des douanes. Et nous, on est inquiets, c'est qu'on reçoit, là on pourrait se dire, parce que nous on est attachés à notre administration, bien que certains pensent le contraire, parce qu'on dénonce certaines dérives. Le fait qu'on transfère des missions qui ne sont pas... on ne connaît pas si on aura des transferts d'emploi, donc ça veut dire qu'on va recevoir des missions supplémentaires sans emploi. Et comment les intègre dans les chaînes de travail existantes. Et là, pour l'instant, on est en cours de discussion pour voir comment tout ça s'organise en termes de chaînes, parce que, par exemple, les services des impôts dans les entreprises qui pourront avoir cette partie supplémentaire sont déjà en difficulté actuellement. Et là, s'il n'y a pas de transfert de moyens, ça va être très compliqué d'être aussi efficace que ce que les douaniers l'étaient auparavant.
Peut-être qu'une idée de prochaine interview, c'est d'interviewer le syndicat majoritaire des douaniers pour comprendre ce qui se passe, parce que là, j'ai l'impression que c'est encore un sujet qui n'a pas été vraiment évoqué dans la presse. Non, alors nous, on travaille avec Solidaire Douane, donc on travaille en lien et en collaboration, parce que nous, on estime que nos deux administrations sont utiles et qu'il ne suffit pas de transférer les missions pour dire que les douaniers doivent se concentrer sur les frontières. En discutant avec eux, les missions fiscales qu'ils avaient étaient justifiées et que ça leur appartienne. Donc un échange avec, oui, on pourra vous concocter ça avec, sans problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, même s'il a été aménagé en 2018, je crois, ce qu'est le verrou de Bercy? Alors le verrou de Bercy, c'était le nom qui était donné par ses détracteurs en disant que Bercy, en fait, mettait des vétos sur la pénalisation de certains dossiers. Donc, ce qui n'est pas le cas. On est une administration avec des fonctionnaires, donc on est tenu à des règles de déontologie. Les vérificateurs, les programmateurs, quand ils amènent un dossier en justice, parce qu'on en emmenait un certain nombre, hein, alors pas autant que là avec le nouveau procédé, mais on en emmenait à peu près à 900 dossiers qui allaient en justice. Est-ce que avoir déverrouillé le verrou, on va dire, est-ce que c'est suffisant pour emmener plus de dossiers vers la justice? En volume, on va dire oui. En termes d'efficacité, pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul, mais on n'est pas convaincu. Parce que la justice a besoin de moyens, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on ait bien travaillé en amont pour faire constater qu'il y a bien eu fraude. Ce verrou de Bercy, en fait, pour nous, ce n'était pas le bon angle d'attaque, on va dire. Nous, on était plutôt partis sur ce qu'on appelait la riposte graduée. C'est-à-dire que la fraude, elle est diverse, elle est variée. Et l'objectif pour nous, en tant qu'administration, c'est de récupérer l'impôt qui n'a pas été payé. Donc, on a un panel de sanctions, de 10% jusqu'à 80% en fonction de s'il y a la mauvaise foi, etc., etc. Et quand vous appliquez 80% sur une somme qui aurait dû être due, c'est assez dissuasif. Donc il faut vraiment qu'il y ait, pour être efficace en termes de pénalisation, de sanctions, il faut que les deux administrations travaillent main dans la main. Et on connaît l'état de la justice aujourd'hui, on connaît l'état de notre administration. Je ne suis pas certain que la justice ait tous les moyens et que nous, on ait tous les moyens pour les aider dans ces objectifs-là. Donc on peut dire, en fait, en vous écoutant, que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une indépendance de la justice? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens, par exemple, qui sont alloués à la justice? Je pense en particulier au PNF, au Parquet national financier. Est-ce qu'ils ont suffisamment de ressources? En fait, c'est peut-être plus ça la question, plutôt que la question du verrou dit de Bercy. Voilà, nous on estime que c'est la question des moyens en fait qui est essentielle. Si les magistrats ne sont pas formés à la fraude fiscale, si on ne leur donne pas tous les éléments nécessaires pour qu'ils constituent les dossiers, effectivement, à un moment donné, on aura fait sauter le verrou, mais est-ce qu'il y aura plus de dossiers sanctionnés au niveau pénal? On n'en est pas convaincu. Nous, ça nous a obligés dans notre chaîne de travail à être... on a des critères maintenant de montant, etc., qui fait qu'on amène directement à la justice. Mais est-ce que c'est suffisant, ces critères-là? Et il ne faut pas non plus que nous, on soit perdants. C'est-à-dire que quand je dis nous, c'est l'État. Parce qu'à un moment donné, il faut bien aller le récupérer, cet argent-là. Donc il ne faut pas privilégier plus le pénal que les sanctions administratives. Les fraudeurs n'apprécieraient pas, mais il y a un bouquet de sanctions, qu'elles soient pénales et administratives. Pour l'objectif, c'est d'aller récupérer l'argent et de pénaliser quand il y a vraiment fraude avérée et qu'il y a eu intentionnalité et que les personnes qui l'ont fait dans cet état d'esprit-là. Après que quelqu'un ait fraudé par manque de connaissance de la loi, que nous on considère c'est la bonne foi, et donc là on notifie, mais on n'est peut-être pas obligé de les emmener tous vers le pénal, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment marche la collecte d'informations au sein de la DGFiP? Comment est-ce que ça commence? Ça commence avec les déclarations de revenus, comment ça débute? Alors en France, on est sur le principe d'un système déclaratif, quel que soit l'impôt. L'impôt le plus connu, qui est le plus médiatique, c'est l'impôt sur le revenu, qui fait l'objet d'un dépôt par le contribuable. Et donc lui, quand il signe, il déclare ses revenus. Donc à partir de ces éléments-là,
qui sont de plus en plus automatisés. C'est-à-dire que maintenant, le contribuable reçoit par exemple sa déclaration avec le montant par Internet et reçoit le montant déclaré qu'on a eu par les entreprises. En fait, on a des données qui nous arrivent par différents canaux et après on préfigure la déclaration et le contribuable valide ou non. Donc on va dire que schématiquement ces informations tombent dans un dépôt commun et font l'objet de contrôles. Alors après, en fonction des critères qui nous sont imposés, parce qu'on a des directives qui nous sont données, et en fonction de ces critères-là, on va procéder à des contrôles formels dans un premier temps, de premier niveau, puis de deuxième niveau. Ces informations, pour nous, sont importantes. La nouvelle approche qui est la dématérialisation des données, nous, en tant que syndicat, on dit attention, il faut vraiment que ces données soient fiables et que ce travail de fiabilisation, il doit être extrêmement poussé. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire on reçoit l'information, on va considérer qu'elle est vraie sans aller la fiabiliser et aussi la question de la sécurité des données parce que c'est une réalité, on a beaucoup de données donc il faut qu'on s'assure de tout ça. Donc cette fiabilisation, ce sont les agents qui peuvent les faire. Sauf qu'il y a de moins en moins d'agents dans les services et donc cette fiabilisation, elle est prise en tant que telle. Et après, donc on a des schémas de recoupement, etc., qui nous permettent de vérifier. Mais sur le volume, on n'a jamais eu autant de données. Mais on s'aperçoit qu'elles ne sont peut-être pas exploitées au maximum de ce qu'elles pourraient être, parce que faute de moyens derrière. Donc c'est ce que vous appelez le data mining, c'est ça Alors le data mining, non, c'est la réception de toutes les données, et après c'est de faire travailler l'ingénierie informatique pour que sortent via des algorithmes, etc., des fichiers de discordance, etc., et qui est renvoyé dans les services pour exploitation. Monsieur Darmanin, quand il était encore ministre des Comptes et de l'Action et des Comptes publics, avait fait un fer de lance de ce data mining pour cibler en fait le contrôle fiscal dans son intégralité. Sauf que le data mining, nous les retours pour l'instant qu'on a, pour l'instant ça représente 12% des contrôles en fait. Via cette source-là, il y a une mission qui est rattachée à l'administration centrale, qui est la mission requête et valorisation, qui travaille sur ces algorithmes sauf que quand ça redescend dans les services, les collègues nous disent on n'a pas pris plus en fait. C'est des entreprises qu'on aurait détectées aussi, nous aussi. Donc pour l'instant, c'est pas optimum. Alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas optimum. Et nous, le côté qui est descendant en fait, c'est-à-dire que la cellule qui englobe toutes ces données, qui fait des requêtages, etc., elle est centrale. Et sauf que on peut pas comparer un tissu fiscal dans la Creuse à un tissu fiscal en Île-de-France. Les entreprises sont pas de même catégorie, donc il faut tout ça, il faut que ça s'adapte. Et nous, ce qu'on déplore, c'est que ce qu'on appelait le contrôle d'initiative est en train donc à l'initiative des agents, parce qu'ils ont connaissance sur le terrain. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le contrôle aléatoire, c'est la même chose? Si vous voulez, on a le data mining qui est une source de contrôle, et puis on avait le contrôle d'initiative, c'est-à-dire que par la connaissance du terrain essentiellement, quand vous connaissez bien votre tissu fiscal, vous connaissez vos entreprises, vous savez qu'il y a certaines qui reviennent un peu régulièrement dans nos tablettes. Donc ce contrôle d'initiative, il a de moins en moins de place en fait, parce que le data mining prend de plus en plus la place et prend du temps en fait. Donc vous allez avoir de plus en plus de moins en moins de temps à être sur le terrain en fait, d'acquérir cette expertise du terrain d'une certaine façon. Cette connaissance du terrain, où il est en train de se réduire, ce qui est dommage. La politique, on va dire, de Monsieur Darmanin qu'il a initiée en disant grâce aux algorithmes, on va être super efficace. Eux, ils appellent ça du contrôle ciblé. Nous, on dit OK pour le contrôle ciblé, mais le contrôle initiatif doit perdurer. Les deux ne doivent pas s'opposer, bien au contraire, ils doivent être complémentaires. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il faut retravailler, repenser les chaînes de travail, sauf que là, on est un peu, on va dire, on n'a pas ce débat contradictoire sur comment les algorithmes peuvent être et doivent être un appui,
Et sauf que là, en fait, on s'aperçoit, au lieu d'être un outil au service, c'est un outil qui est structurant et qui laisse de moins en moins la place à la connaissance et à la technicité des agents. J'ai l'impression, quand on s'était rencontrés lors de la conférence que vous aviez animée à l'École de guerre économique, que la DGFiP en fait est malmenée. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que vous pouvez me donner des éléments sur le fait du nombre de personnes qui sont à l'intérieur de la DGFiP? Vous aviez dit, il y avait une information extrêmement intéressante, que dans 3 ans, il y aurait 40% des effectifs qui partiraient à la retraite, c'est ça? Et qui ne seraient pas forcément remplacés? Si on reprend, alors, la Direction générale des finances publiques, elle est née en 2008 de la fusion de 2 administrations qui étaient la Direction générale des impôts et celle du Trésor. À l'époque, en 2008, on était 125 000 agents et agentes. Là, 10 ans après, on n'est plus qu'à 100 000. Donc, perdre 25 000 emplois en l'espace de 10 ans, c'est assez colossal. Et donc, ça a eu des conséquences sur les missions exercées, la façon dont on les a exercées. D'où le développement de certains outils pour soi-disant compenser. Qui ont l'air de ne pas être effectifs en ce moment, à l'heure actuelle. Non, ils sont loin. Voilà, on est qu'au début, je pense, de ce développement-là. Et donc, on a une administration qui est avec des missions très vastes, en fait. Et on a été, depuis la création de cette direction, en réforme perpétuelle, pour adapter l'absence de moyens, en fait. Nos réformes, on dit, on n'est plus que ça, donc on s'adapte, en fait. On a une capacité d'adaptation dans l'administration assez importante. C'est pour ça, quelquefois, quand on qualifie les fonctionnaires on ne veut pas bouger d'un iota, ça nous fait amèrement rire. Et donc cette administration qui a perdu 25 000 emplois, la qualité des missions, les résultats, effectivement, à un moment donné, s'affaissent. Moi, je veux bien qu'on supprime en disant que ces outils-là, les outils numériques vont faire le boulot qu'on faisait, sauf que dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette administration, elle a été malmenée sous ce gouvernement, elle a été malmenée sous les gouvernements précédents. On nous a sorti l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on devait rendre des emplois au prétexte qu'on devait être exemplaire en tant que ministère rattaché à la finance, aux recettes de l'État, et que les autres administrations, les autres fonctions publiques ne comprendraient pas que nous, on ne rende pas de l'emploi. Sauf que on est au cœur du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que nos missions, quelquefois, sont invisibles. Et là, on l'a vu dans le confinement, on a eu un plan de continuité d'activité qui a maintenu les missions dites essentielles, sans lesquelles l'État n'aurait pas pu faire face. Et l'État, mais aussi l'activité économique. On a été vraiment au cœur du réacteur, on va dire. Ce rôle-là n'a jamais été pris en compte. Alors après, c'est dans une logique de la politique qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'on veut réduire le rôle de régulateur qu'ont les administrations au ministère des Finances. Parce qu'on est une entrave. Ça nous a été dit comme ça, une entrave au développement économique. C'est-à-dire qu'un vérificateur, il a une entrave quand il va dans l'entreprise à ce que l'entreprise continue son activité. Sauf que nous, on considère que quand on intervient dans le cadre d'un contrôle fiscal dans une entreprise, c'est pour récupérer les recettes qui n'ont pas été perçues, et 2, c'est aussi pour éviter une concurrence déloyale entre 2 acteurs économiques de même nature. Si je prends le cas de 2 artisans sur un même territoire, un qui fraude de façon délibérée, parce qu'il en a, voilà, c'est un peu... Et un artisan qui ne frauderait pas, il est pénalisé dans son développement économique, parce qu'à côté de lui, il a un artisan qui n'a aucun scrupule. Donc c'est une sorte de concurrence déloyale entre des acteurs économiques. Donc notre rôle, il est double. Il est effectivement d'aller batailler, d'aller chercher l'argent là où il est, mais il est aussi de réguler l'activité économique. Donc on peut dire que, quelque part, l'administration est malmenée avec la réduction d'effectifs, mais également le vérificateur est malmené sur le terrain par rapport à ces dernières années, non? Vous voyez qu'il y a une... Oui, il y a une dégradation, mais parce qu'il y a un discours ambiant qui est la liberté d'entreprendre. Ça faisait partie des mots favoris, et ça fait toujours partie des mots favoris de M. Macron. M. Darmanin, quand il arrivait à ce ministère, il a fait le plan antifraude en disant on va aller chercher l'argent là où il est. On attend. Alors là, les résultats ont augmenté, mais il faut qu'on les analyse de façon plus fine pour voir
qu'est-ce qui a fait que les résultats du contrôle fiscal cette année ont été meilleurs. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore assez d'éléments pour le voir. Et à côté de ça, il a mis en place la loi ESSOC. Retrouver la confiance dans les administrations, la relation de confiance en fait qui s'installe. Et ces deux lois qui ont été mises quasiment en place en même temps sont très ambivalentes. C'est ce qui m'avait choqué quand vous étiez venu à l'école de guerre économique. Vous allez en parler, mais sur l'externalisation des services, là, si vous pouviez en parler, c'est vraiment extrêmement important et grave, je trouve. La loi ESSOC, en fait, c'est dire aux entreprises, vous avez le droit de vous tromper. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur, nous, on l'avait déjà. Quand je vous parlais des sanctions administratives, quand on s'apercevait que le contribuable de bonne foi avait fait l'erreur parce qu'il ne connaissait pas la loi fiscale, parce qu'il avait oublié un revenu, etc., on n'appliquait pas des pénalités de mauvaise foi. On ne l'a jamais fait. Donc ce droit à l'erreur, il était déjà acquis dans notre culture et confirmé par le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale. Donc ce droit à l'erreur qui maintenant est dans le cadre de la loi, ça veut dire que les entreprises qui, parce qu'on a ce site Oups, le droit à l'erreur. Voilà. Oups, je me suis trompée, donc j'ai le droit de régulariser. Alors, ça peut être bien en soi. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la riposte gradée, oui. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a plus de moyens donnés dans le cadre de la loi ESSOC pour les acteurs économiques. On a le droit à l'erreur, la garantie fiscale. La garantie fiscale, en fait, c'est dire aux entreprises ils ont un sujet sur lequel ils ne comprennent pas ou voilà, ils veulent un éclaircissement, ils ne sont pas sûrs, ils veulent un éclaircissement de l'administration. On le faisait déjà via ce qu'on appelle les rescrits. On donnait la position administrative, sauf que là, la garantie fiscale, ils se prémunissent d'un éventuel contrôle, en fait. Donc, pour nous, c'est quelquefois, on sait très bien qu'il y a certains acteurs, alors c'est pas toute la population, heureusement, mais qui vont se cacher derrière cette garantie fiscale. Et après, on a, dans le cadre de la loi ESSOC, aussi la limitation du droit d'intervention des administrations qui font du contrôle. C'est-à-dire que l'URSSAF, l'inspection du travail et nous, on va être limités dans le temps dans nos interventions. Et quand on voit le délai qui est donné pour toutes les administrations, on se dit qu'on n'arrivera pas à faire notre travail de façon correcte. Et ça fait par exemple, on ira sûrement dans l'entreprise sur un sujet bien particulier sans élargir le panel d'investigation et de recherche. Donc d'une certaine façon, avec tout ce que vous me dites là pour le moment, on peut dire qu'il y a une sorte d'entrave des agents pour en fait avoir maintenant des contrôles qui vont être de plus en plus limités dans le temps et sur des sujets. Et en même temps, ça c'est une première chose, et en parallèle, vous avez des documents qui sont délivrés par vos services en disant aux entreprises, mais dites-moi si j'ai une bêtise, c'est bon, vous ne fraudez pas, il n'y a pas de souci, et les entreprises se cacheront derrière ce document. La garantie fiscale, c'est ça, c'est en fait, on atteste qu'ils sont dans la régularité par rapport à ce qu'ils nous présentent. Il y a le rôle aussi des commissaires aux comptes qui va venir aussi s'immiscer. Et je ne suis pas convaincue, on n'est pas convaincu que les commissaires aux comptes veulent jouer ce rôle-là, qui en fait feront une sorte d'attestation fiscale sur une année en disant il n'y a pas d'erreur, ce qu'ils font déjà. Mais nous, ça c'était ce qu'on appelait, quand je vous parlais du contrôle de premier niveau, quand on faisait un contrôle formel, etc., on vérifiait assez rapidement s'il n'y avait pas d'incohérence. Et quand on détectait des incohérences, on poussait les investigations. Et en fait, on a l'impression que les commissaires en compte vont prendre, vous remplacer, vont prendre ce premier niveau-là. Ce premier niveau. Voilà. Donc en fait, on est en train d'externaliser au privé le travail des impôts. Voilà. Avec le risque aussi de corruption aussi. De collusion. De collusion, voilà. Et c'est pour ça que je pense que alors après, on n'a pas eu d'échange direct avec cette profession, mais je pense que je ne suis pas sûre qu'ils soient véritablement heureux d'avoir ce rôle à jouer. Et ce qui est assez ambivalent, quand je vous parlais de la loi ESSOC et à côté de la loi antifraude, dans le panel des sanctions, par exemple les avocats fiscalistes ou les sociétés de conseil qui seraient dans le cadre d'un contrôle acteur de la fraude via la construction de schémas juridiques ou d'optimisation fiscale, eux seraient mis en cause. Faire croire
que grâce à la loi antifraude, on va détecter toutes les fraudes et que tous les contribuables qui fraudent vont tous finir à la justice. C'est pas vrai. Parce qu'à côté de ça, il y a cette loi ESSOC qui est assez permissive, qui limite les durées d'intervention, qui peut être dangereux. Nous, par exemple, on s'aperçoit qu'on dans le cadre de la liberté d'entreprendre et qu'on ne soit pas une entrave à l'activité économique, on est amené, ça fait partie de nos objectifs, à faire de ce qu'on appelle l'examen de comptabilité à distance. C'est-à-dire qu'on ne va plus dans l'entreprise. On reçoit les factures, on reçoit la comptabilité via la dématérialisation et on fait notre contrôle qu'à partir de ces données-là. Or, quand un vérificateur, quand il est amené à se déplacer dans l'entreprise, c'est pas juste pour sortir de son bureau. Hein. C'est que quand, par exemple, l'entreprise dit j'ai fait un investissement dans une chaîne, dans un outil de travail, etc., quand on va voir dans l'entreprise, la première préoccupation du vérificateur, c'est prendre contact avec l'entreprise, qui nous fasse découvrir son outil de travail et de vérifier que l'achat qui a été pris comptablement est bien installé. Une entreprise qui nous dit qu'elle a fait un investissement de tant de millions d'euros, hein, dans certaines entreprises, une machine, ça a un coût. Quand on ne la voit pas dans l'entreprise, quand on fait le tour de l'entreprise, on peut dire mais vous l'avez acheté, vous ne l'avez pas acheté. Voilà, c'est constater la véracité des éléments en fait. Donc on a l'impression qu'avec ce que vous dites, alors c'est curieux, il me semble que ça n'a pas été développé dans la presse mainstream ou même très peu dans la presse alternative, mais que la loi ESSOC, on a eu l'impression que c'était un droit à l'erreur et on ne voit pas toutes les autres parties de la loi qui, moi, me semblent, de ce que vous dites, extrêmement importantes, sur justement l'externalisation vers les commissaires aux comptes d'un premier contrôle. Donc quelque part, on donne le travail que l'administration faisait. Et j'ai l'impression aussi qu'avec ce type de rescrit dont vous avez parlé tout à l'heure, de la garantie fiscale. De la garantie fiscale, merci. En fait, ça va permettre aux gros groupes multinationaux ou même aux gros groupes, une fois de plus, d'avoir une sorte de tampon et puis quelque part de continuer à faire ce qu'ils font de façon plus facile avec les coûts des francs. C'est le risque. Et en communication, ils ont très bien joué. Présenter le plan antifraude en disant on va s'attaquer. Très bon coup de marketing. On va s'attaquer au plus grand parce qu'il faut qu'on aille chercher la fraude fiscale là où elle est. Et après, la loi ESSOC, c'est le choix politique de la fiscalité, des moyens qu'on donne aux administrations de contrôle. Ça veut dire qu'on accepte que dans le système, il y ait ces pertes quelque part. Que ces fraudes et ces pertes, c'est normal pour attirer soi-disant du nouveau business. Voilà, c'est vraiment une idéologie. Enfin, elle se conçoit, la liberté d'entreprendre, sauf qu'elle doit se faire dans un cadre. On n'est pas dans un état anarchique où chacun fait ce qu'il veut et il fait comme il veut. Donc à un moment donné, ce cadre, il peut être dissuasif parce que les gens qui s'installent ou qui viennent ou qui développent une entreprise, ils savent le cadre légal. La loi fiscale, pourquoi il y a des gens qui sont perdus, c'est parce qu'elle est complexe. Nous, déjà, dans notre analyse, c'est déjà dans nos revendications, c'est dire si on veut que les gens ne soient pas perdus, est-ce que c'est la loi ESSOC qui va faciliter ou c'est décomplexer, simplifier la loi fiscale. Parce qu'effectivement, quand on regarde le Code général des impôts, effectivement, on comprend que c'est très complexe. Et qui profite de cette complexité ? Les plus riches, qui sont bien renseignés, qui ont les avocats, les experts, ils ont tout. Ils ont tout. Donc pour eux, les plus grands fraudeurs, on va dire, ce sont les plus riches. C'est comme ça, qu'ils soient acteurs économiques, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Voilà, les schémas de fraude, ils sont réfléchis. Ils n'arrivent pas par hasard. C'est pas que des erreurs. Ils sont bien souvent là où il y a la plus grosse fraude. Ils sont bien construits avec des schémas juridiques, la création d'une entreprise, de filiales dans les paradis fiscaux. Tout ça est bien conçu. Donc, si vous voulez que ça disparaisse, il faut rendre la loi plus simple. Il faut faire un grand nettoyage dans les niches qui ne sont pas efficaces. Le CICE, moi, on attend toujours le million d'emplois. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là. Alors, tout le monde tire les leçons de cette crise, mais est-ce qu'on va les tirer jusqu'au bout ? Là, c'est une autre question. Donc, à un moment donné, la responsabilité politique, elle est là. Si on veut que les gens retournent à ce qu'on appelle le consentement à l'impôt, parce que là, c'est une question cruciale aujourd'hui, le rôle de l'impôt aujourd'hui. S'il est construit de façon juste, c'est-à-dire qu'il soit plus progressif,
que la répartition entre les particuliers, les plus riches et les moins riches, entre les entreprises, entre les plus riches et les moins riches, tout ça, ça se construit au travers de la loi fiscale. Et donc, une rénovation, une remise à plat complète du système fiscal, je pense qu'il est urgent. Enfin, on a fait le constat aujourd'hui que notre administration, elle est au cœur des services publics, parce qu'elle est là pour récupérer l'argent et faire fonctionner ces services publics-là. Aujourd'hui, on traverse une crise qui est inédite, qui était improbable, et on s'aperçoit que tout le monde avait besoin des services publics. Donc si on veut financer ces services publics, il faut une loi fiscale, effectivement. Mais nous, on estime que la répartition aujourd'hui des impôts est complètement injuste. Si on prend sur un budget de l'État, quand on voit la part de la TVA, qui est le plus gros, c'est plus de 50% des recettes. Et quand on voit la part de l'impôt sur le revenu qui est de plus en plus amoindrie, alors que même si on peut rediscuter sur l'impôt sur le revenu, mais il est progressif, l'impôt sur le revenu, qui n'est pas la TVA. Donc à un moment donné, peut-être qu'il y a des rééquilibrages sur la constitution du budget de l'État pour laisser une part plus importante sur les impôts dits progressifs, dits directs, et les impôts proportionnels qui sont pour nous le système le plus injuste. Donc en fait, en conclusion... Comment on peut lutter contre la fraude et l'évasion fiscale? Oui. Un, c'est de renforcer une administration qui est essentielle au fonctionnement de l'État dans son ensemble, qui finance les services publics. Donc ça, c'est remettre l'administration à sa juste place et pas la prendre pour une variable d'ajustement en termes de moyens. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. D'avoir une refonte du système fiscal, parce que tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est facilitateur de la fraude et de l'évasion fiscale via une complexité, via la mise en place de ce qu'on appelle les niches fiscales, etc. Donc tout ça, faut remettre à plat. Il faut laisser, pour que ça soit, la justice fiscale soit au service de la justice sociale, c'est que l'impôt progressif soit une recette majeure dans le budget de l'État et que l'impôt proportionnel soit réduit de façon plus conséquente. Et quand on aura fait tout ça, effectivement, on pourra dire que la loi fiscale, la justice fiscale est au service de la justice sociale. Mais ça, c'est un travail qui nécessite du temps et qui doit être construit sur du long terme avec des projets plus longs. Mais à ce stade, ce gouvernement ne fait pas ce choix-là. Merci beaucoup Anne pour nous avoir expliqué tous ces points et pour avoir lancé l'alerte d'une certaine façon sur ce qui se passe au sein du ministère de l'économie. Merci. Merci bien.